Bonsoir, bonjour, bienvenue sur JDR Factory pour une émission Jouons avec. Et cette fois-ci, nous allons parler des compétences. Générique. Bienvenue sur JDR Factory pour un Jouons avec sur les compétences. Et ce soir, je suis très content de recevoir avec Axel, mon compagnon des Jouons avec, Aki Hellfire, qui est là pour la première fois sur notre chaîne. Bienvenue. Oui. Et Bonsoir. voilà. Axel, est-ce qu'on a besoin de le présenter? Non, et puis à chaque fois je me répète, c'est chiant. On a une invitée beaucoup plus intéressante que moi en plus ce soir, donc D'accord, il va donc pouvoir bon, foncer. Axel, si vous regardez d'autres émissions de Jouons avec, vous verrez Axel, il C'est est là. ça. Fou. Voilà. Aki Hellfire, bienvenue, je sais que tu as une chaîne YouTube, et vas-y, parle-nous de toi. Ah, comme ça, là, ok. Ah ouais, bah oui, présente-toi, Yes. raconte-nous. Ok, bah du coup, Aki, 36 ans, enchanté tout le monde. Et oui, j'ai deux chaînes. J'ai une chaîne YouTube et une chaîne Twitch où on joue principalement à des jeux de rôle pour le moment. Ah, d'accord, Voilà. très bien. Et donc tu es joueuse MJ, quelle est ta religion? Pour le moment, je suis 100% joueuse. 100%, ça voilà, très bien, parce que d'habitude on a beaucoup quand même de MJ, donc avoir une perception de joueur, de joueuse, c'est très bien, super. Et donc ce soir on va parler de compétences, donc les compétences dans le jeu de rôle. Je vais rapidement résumer l'histoire des compétences, parce que le premier jeu de rôle ODD, Old School Dungeons and Dragons, il n'y en avait pas, hein. Il n'y avait pas besoin d'avoir de compétences, on tirait les caractères de son personnage. Et donc on devait se baser sur les talents du joueur pour résoudre des problèmes, ce qu'on va appeler pendant cette émission le player skills. Vous allez beaucoup entendre parler de cette expression, le player skills. C'est-à-dire que si, au-delà du combat, s'il fallait par exemple détecter une porte cachée, on demandait au joueur qu'est-ce que tu fais, et le joueur il disait ah oui mais je vais regarder là, je vais poser mes doigts, je vais souffler la poussière pour voir si je trouve des interstices, et avec le player skill, le MJ lui disait ah banco tu vas trouver la porte cachée. Rapidement, dès ADD, on a commencé à avoir l'introduction des compétences, donc par exemple le voleur, parce que lui il n'était pas comme tous les autres, il avait le droit d'avoir des statistiques pour savoir s'il pouvait crocheter une porte ou escalader, et c'est donc le début des compétences, et à partir de là, ça a quand même fait boule de neige, puisqu'il y a un nombre de jeux qui ont des compétences, je pense que 90% des jeux de rôle ont des compétences, et donc les compétences c'est des mots-clés qui permettent de déterminer ce qu'est capable de faire votre personnage, qui permettent d'ailleurs de le différencier des autres, et ce qui permet aussi de différencier les jeux. C'est-à-dire que si vous avez un jeu où il y a marqué art dramatique et un autre où il y a marqué conduite de Panzer, vous savez que c'est pas exactement le même jeu auquel vous avez joué. Donc l'utilisation de ces compétences est très large, et puis avec le retour de l'OSR, on est revenu à cette idée que non, les compétences, ça corsette un peu ma pratique, j'ai envie d'être plus libre, et donc je vire les compétences et je reviens au player skill à des endroits, à des jeux où il n'y a plus besoin de compétences. Ça c'est pour résumer rapidement. Et donc maintenant ma question c'est par rapport à ces deux visions-là, c'est-à-dire il y a des compétences, ça définit mon personnage, il n'y en a pas, c'est le player skills. Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce qu'on a vécu des choses différemment? Est-ce qu'on peut jouer avec les compétences? Évidemment. Évidemment. Donc, Évidemment, sinon on serait pas là. Mais effectivement, oui, on a plein de types de jeux. On va aborder effectivement les jeux à compétences. Tu nous as parlé de ADD. Moi, je vais sûrement beaucoup parler ce soir des jeux de White Wolf, du Monde des Ténèbres, Vampire, Loup-Garou, où on a des jeux avec des listes de compétences, des jeux avec des listes de pouvoirs et ce genre de choses. Je vais sûrement parler un peu de L5R, où on a aussi beaucoup de compétences, avec notamment une démultiplication des compétences martiales, sur lesquelles moi j'aimerais bien revenir plus tard, sur le player skill, parce que en général, quand on tape, on utilise très peu le player skill, mais on va l'utiliser pour autre chose que j'aimerais évoquer plus tard. Des jeux à métier, Aki nous parlait de Warhammer, dans Warhammer V2, on a des compétences, mais un certain nombre qui sont accessibles de par notre métier, sinon on est beaucoup moins bon dedans, dira-t-on. On a 10% de chance de réussir, globalement, à peu près. J'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. Et ensuite, moi j'aimerais bien parler des jeux à traits, qui sont un peu à mi-chemin pour moi. d'accord. Mais ouais. Ok. Et à qui, toi, en tant que joueuse, t'as joué à des jeux qu'avec des compétences ou t'as joué aussi en jeu où il n'y avait pas de compétences? Quelle est ta pratique par rapport à ça? Alors, il y a dû y avoir un peu de tout. J'ai même eu des parties où on n'avait même pas de fiche de personnage. Mhm. Donc, Donc, c'est pour dire. et comment
connaissiez les compétences ou les capacités de vos personnages si vous n'avez pas de fiche de personnage? Bah en fait, on n'en avait pas, on était une famille et on partait en voyage, on s'est retrouvés dans un monde horrifique, style Silent Hill, et juste, on agit, c'est tout. Et selon à peu près nos persos, moi j'étais une ado, donc je faisais une ado, quoi. Ok, et ça, voilà. Le MJ avait une fiche cachée de vos... Non. Non, rien du tout. Non, il y avait juste une histoire et on a suivi le fil et voilà. D'accord, donc là on est vraiment dans ce qui s'appelle le player skill, ou en tout cas ce que le joueur va décider de donner comme compétence à son personnage. Si tu as envie de jouer un idiot ou une idiote, tu te rends idiot, mais si tu te dis moi je suis très fort et je cours très vite, comment vous déterminez ça? C'est juste le hasard ou alors par votre roleplay, le MJ disait bon il a l'air d'être athlétique donc il court vite, ce genre de choses? Bah, il y avait même pas question de ça parce qu'il y avait moi, l'ado un peu rebelle. Il y avait le grand frère qui était une espèce de trader, donc il n'y avait pas de capacité précise, on va dire. Et il y avait la maman et puis un espèce d'oncle chelou. D'accord, mais donc quand vous faisiez une action... Mais il n'y avait aucune... Vous jetiez un dé ou... Non, il n'y avait même pas de dé quand vous faisiez une action? Non. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Oh non, on disait juste, on va faire ça, quoi. Ok. Mon Dieu, il y a des lettres sur le miroir. Je vais lire. Le MJ est déterminé comment si vous... comment ce que vos personnages étaient capables de faire ou pas? Il y avait pas vraiment de difficulté non plus, en fait. C'est comme si toi, t'étais dans cette situation. C'était un peu pour tout le monde, en fait. Donc c'est plutôt un jeu basé sur l'ambiance, donc. Ce que tu dis. Oui. D'accord. C'est une histoire partagée. Ok, et alors, justement, je me pose la question, puisque il n'y avait pas de compétences, comment vous vous en sortiez avec le MJ pour justement pour réussir ou rater? Alors, on a fait une vidéo sur l'échec et la réussite, l'échec ou la réussite, et là, vous faisiez comment? Vous sortiez votre meilleur baratin de MJ pour arriver à faire ce que vous voulez? En fait, il y avait même pas d'interaction avec des PNJ parce qu'il y en avait pas, parce que il y avait juste comme des fantômes, quoi. Donc on réagissait juste aux événements et fallait juste sortir de là, quoi. Bien sûr, mais il y a des moments où vous deviez, je sais pas, sauter, courir, vous cacher. Comment c'est terminé? Je pense que je crois il y en a un qui avait dû courir et oui, c'est passé parce que le MJ a décidé parce que le MJ est tout puissant. D'accord. Ok, donc c'est toi, sinon t'as et qu'il adore, pardon, et que ce MJ adore quand on propose des actions un petit peu héroïques ou qu'on a des idées un peu farfelues pour se sortir de situations. D'accord, donc l'absence de compétences faisait qu'en fait, vous deviez épouser le trope, enfin le style de jeu que le MJ aimait bien, quoi. C'est-à-dire que puisqu'il aimait le jeu héroïque, vous saviez qu'en faisant des trucs un peu foufou et héroïques, il allait aller dans votre sens, donc il allait valider ça dans la fiction. Je crois qu'on n'y a même pas pensé, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Et d'ordinaire, donc tu joues plutôt avec des compétences? Oui, puisque je fais beaucoup de... Chronique oubliée, il y a du Warhammer, du Cthulhu, donc ouais, il y a... Okay. C'est beaucoup. Donc... Mais les chroniques, je crois que ça se rapproche plus de ce que tu parlais, Axel, avec les traits. Puisque c'est des voix plutôt que des compétences. Ouais, c'est dans les chroniques oubliées, c'est un mélange entre les dons et les feats, quoi, et les compétences. Ouais. Ouais. Et toi, pour toi, c'est important à qui dans le jeu d'avoir des compétences pour déterminer ton personnage, pour caractériser ton personnage, ou tu t'en fous Alors, je pense que maintenant, je m'en fous, mais en fait, c'est bien au départ pour le perso d'avoir une petite base. Enfin, moi, en plus, de base, comme je suis quelqu'un de très timide, le player skill, c'était mort pour ma gueule. J'osais même pas ouvrir la bouche, donc proposer des choses ou faire des tirades un peu charismatiques, faut oublier. Donc pouvoir s'appuyer sur tout ce qui est les capacités au départ pour se mettre dans le bain et comprendre un peu tout ça, c'est plutôt bien. Après, au fur et à mesure, même s'il y a les capacités, on
le player skill arrive toujours à un moment donné, en fait. Enfin, je pense. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Aki. Moi, c'est un truc pour lequel, entre guillemets, je me bats. C'est que dans les jeux à compétences, on voit souvent, dans les phases, on va dire, de combat, d'affrontement, que le MJ demande un lancer de dés. Tu veux taper, bah, fais-moi un jet de CC sur Warhammer, par exemple. Tu veux tirer une flèche, fais-moi un jet de CT. On voit beaucoup, beaucoup moins de ce genre de demande quand il y a des actions sociales à faire. En général, quand on est face à un PNJ et qu'on essaie de le convaincre, par exemple, de nous suivre, le MJ va nous demander d'exposer nos arguments, et ensuite, c'est même pas sûr qu'il y ait un jet de dés, et ensuite c'est validé par le jet de dés, avec plus ou moins de bonus. J'avoue que j'aimerais bien dans ce genre de jeu où il y a des compétences, où je trouve que c'est important justement pour pallier au player skill. Tu parlais des gens un peu timides, mais on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous super intelligents, on n'est pas tous... on peut parfois bégayer, on peut avoir des... Enfin voilà, on peut ne pas être très bon en termes de locution, et j'aimerais bien en fait que ces jeux-là, ils sont presque là pour ça. On a des compétences, c'est que le personnage sait s'en servir. Moi par exemple, dans Vampire, j'aime beaucoup jouer des personnages souvent très intelligents, j'aime pas jouer des brutes, mais je suis pas supérieurement intelligent dans la vie de tous les jours, donc j'ai besoin de me baser sur les caractéristiques de mon perso. Et c'est pas rare qu'on me dise, en fait, moi je dis, je mets en place un plan pour capturer un tel. En général, le MJ me répond, bah oui, c'est quoi ton plan? Je dis, en vrai, c'est un plan de quelqu'un de très intelligent. Donc c'est pas mon plan, quoi, dans l'idée. Ce qui est intéressant que tu dis, c'est que la pratique, parce que moi, dans l'émission Jouons avec, ce que j'aime faire, c'est on parle souvent de la pratique classique que tout le monde utilise, puis après on essaie d'aller plus loin. Mais c'est vrai, la pratique qui me semble être une pratique assez classique dans le jeu de rôle, il y a un mix assez bizarre entre le player skill et la compétence. Effectivement, on va naturellement vers la compétence dès que c'est quelque chose qu'on ne ferait pas autour de la table. Genre, tu iras pas mettre un pain dans la gueule de ton pote ou du MJ pour savoir si tu as gagné ton combat. Tu vas pas te mettre à escalader ton mur pour montrer que tu sais monter à la varap sur le mur. Donc, on va te demander un jet de dés pour simuler cette réalité. Par contre, quand tu vas parler ou faire des choses roleplay, on va te dire fais-le-moi le roleplay, c'est plus sympa parce que c'est le moment un peu GN, grandeur nature du jeu de rôle. Et donc tout ce que tu as dit est exact, et il y a ce mélange assez bizarre où à des moments, comme des règles un peu tacites, il y a des moments oui c'est le player skill, et puis il y a des moments non. Effectivement, le problème du plan, et un plan, enfin c'est récurrent dans le jeu de rôle, quoi, le nombre de fois où les joueurs d'ailleurs se pendant 10 minutes, pour un quart d'heure, une demi-heure, pour arriver à pondre un plan qui sera pas obligatoirement foufou parce que c'est pas eux-mêmes des grands tacticiens, et puis surtout ça va être foutu en l'air. Je ne vois pas de quoi tu parles. Nous sommes tous des génies tactiques, d'accord? Moi le premier. C'est parce que, bref, c'est difficile quoi d'établir un plan d'action. Ouais. Et donc j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses à qui en tant que joueuse, est-ce que tu as ce ressenti de que en fait il y a ce mélange entre, on utilise de temps en temps par habitude le player skills, et dans d'autres moments comme le combat ou les trucs physiques, les compétences, parce que c'est l'habitude de... Tu l'as vécu comme ça, ou tu as eu des expériences un peu différentes par rapport à ça? À part celle où il n'y avait rien et vous étiez dans sa lentille. Non, en fait, je pense que j'ai eu des MJ où en fait ça s'adaptait aussi selon le joueur, parce que y en a qui ont beaucoup de facilité ou qui avaient plus d'expérience dans le jeu de rôle, et peut-être qu'ils allaient demander plus de player skill à des joueurs un peu plus habitués ou plus à l'aise, et s'appuyer plus sur le jet de dés pour pas pénaliser la personne timide non plus. Et après, moi, j'aime beaucoup aussi quand même en combat, quand on me demande, même si j'ai réussi mon jet de dés, comment tu le fais? Et là, je décris ma petite scène. Et là, c'est cool. Non, mais ça c'est très important. C'est deux choses complètement différentes. Mais est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, on te demande de décrire tes succès, mais est-ce que ça t'est arrivé de décrire tes échecs aussi? Genre, t'as raté lamentablement ton jet d'attaque ou ton jet d'escalade, est-ce que l'OMJ te demande de le décrire, ou c'est toi, ou c'est lui, de toute façon, qui te décrit ton échec? Alors, pas spécialement pour moi, mais souvent il va peut-être le décrire. Moi, je le fais naturellement, genre, échec critique, oh mince, je suis tombée sur le cul, fais chier. Je me suis pris les pieds dans un truc, et voilà, quoi. Enfin, mais moi, je le fais naturellement, en tout cas. Je trouve ça plus rigolo. Non, mais tout à fait. Mais pareil, la pratique classique, c'est plutôt le MJ qui va prendre la narration à ce moment-là et qui va dire, voilà comment tu échoues. Ça c'est réussite-échec, mais pour les compétences, ça c'est malheureusement toujours très... Enfin, pas malheureusement, c'est très lié, donc on va quand même souvent parler de la réussite et d'échec dans cette vidéo aussi. C'est clair. Ok, et donc pour le jet d'intelligence, ce que tu disais Axel, de toute façon, est intéressant. Est-ce que tu as déjà eu des MJ
qui ont utilisé des méthodes, ou même Aki, hein, si vous avez des exemples, qui ont utilisé des méthodes où, justement, parce que ton personnage est plus intelligent, t'as fait un jet de tactique ou machin, et est-ce qu'il a donné une manière, une méthode pour permettre à ce que ton personnage soit plus intelligent que toi? Est-ce qu'il y a des ressorts de jeu que vous avez pu voir ou jouer ou essayer? En termes de ressort de jeu, je pense que c'est... En plus, l'intelligence, c'est très particulier parce que je ne me rappelle pas avoir joué avec un génie ou en tout cas un mec qui se considérait comme tel. Mais oui, je pense qu'il y a des clés à donner en fait. Notamment, si on reprend l'exemple de l'intelligence, si on doit faire un plan pour, je sais pas, attaquer une base, etc., le MJ peut dévoiler des informations pour justement que le joueur puisse construire son plan avec des informations supplémentaires, donc faire comme s'il avait plus de connaissances directement en fait. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. C'est quand même des cas de figure qui sont durs à gérer. Moi, ce que je fais maintenant, c'est en tant que MJ, du coup, c'est que je demande l'intention, on fait le jet, on va éventuellement établir un plan général, mais c'est surtout arrivé sur le moment, quand on arrive dans les faits, je vais pouvoir redonner des bonus ou redonner des indications quand on est dans le feu de l'action, en fait. Une fois que la phase de plan elle est passée et qu'on est en phase action. Je pense que c'est la méthode que personnellement j'ai trouvée pour faire ce genre de choses. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile. L'intelligence, si t'es pas vraiment beaucoup plus intelligent que la moyenne, c'est très compliqué de faire comme si, quoi. Ça va au-delà de ça, parce que techniquement, quand tu agis dans le monde réel, tes sens sont à fond. Tu vois, tu sens, tu regardes, tu touches. Parce que dans le jeu de rôle, t'as pas une perception parfaite du décor dans lequel t'es. C'est compliqué de dire naturellement, quand tu t'approches, tu veux faire jouer à chat ou tu veux surprendre quelqu'un, même pour t'amuser, tu vas faire attention à te cacher, à être doucement, à faire attention au bruit que tu fais avec tes pieds. Enfin, tu vas avoir plein de milliers d'informations que tu vas traiter, alors que dans un jeu de rôle, tu peux pas. Donc, effectivement, le MJ, il peut t'avoir en disant « Ah, est-ce que tu avais vraiment fait attention d'être discret avec tes pieds ?» Ouais, c'est ça. Tu m'avais pas dit que tu faisais attention. Mais mec, je suis dans un manoir et demi, peut-être qu'on peut considérer que... Eh ben non. Ouais. Mais moi aussi, ce que j'aime bien, c'est filer des outils pour essayer de... Donc, par rapport à ça, au truc de tactique, je vais me baser sur un jeu que je cite souvent, qui s'appelle Blood in the Dark. Faut pas changer. D'habitude, c'est Apocalypse World, mais là, c'est Blood in the Dark. qui, je trouve, fait un truc génial par rapport à ça, par rapport à préparer un plan. C'est-à-dire qu'il est beaucoup dans le flashback et le retcon, c'est-à-dire on réécrit les choses. Et donc, par exemple, les équipements dans Blade in the Dark, tu as un nombre de points d'équipement que tu peux dépenser pour dire « Ah bah en fait, tiens, j'ai une corde », mais tu les dépenses a posteriori. Donc, c'est-à-dire que tu ne dis pas ce que tu as dans ton équipement, tu dis juste que tu as 5 points d'équipement, t'agis, puis là, tout d'un coup, il te fait « Il y a une porte ». Ah bah j'avais une pince. Et oui, ton personnage y a pensé, parce que lui, c'est un voleur, lui, c'est un vrai gars qui sait se préparer, et donc il aura pensé qu'il y aurait certainement des grilles, et que donc il avait prévu une pince. Évidemment, comme tu as un nombre d'actions limité, tu peux pas non plus le déclencher en permanence, donc à bout d'un moment, tu vas être dépassé par les événements, mais jusqu'à un certain point, tu auras prévu. Et ça m'est arrivé, moi, à DD, c'est quand même souvent là où je réutilise tous ces trucs-là, c'est tu fais ton jet pour préparer, et je te donne justement des points de Flash of Genius, tu vois, des points que tu peux utiliser, t'en as 1, 2, 3, et puis pendant la mission, à un moment où ah non, mais j'avais prévu ça. Et hop, tu te dépenses, et donc c'est là où tu peux essayer de faire jouer que ton personnage est plus intelligent que toi. Voilà. Enfin, que le joueur, quoi. Et Aki, toi, t'as vécu des expériences particulières sur ce sujet? Alors en fait, je crois que l'intelligence, on la joue surtout en termes de connaissances, de mémoire et autres. Et tout ce qui est plan tactique, en général, on les fait en groupe. Et en fait, ils nous demandent vraiment de décrire comment on procède, étape par étape, pour dire au fur et à mesure si ça marche ou pas. Mais je pense pas que ce soit basé sur l'intelligence du tout. D'accord. Vraiment là sur. Cette méthode, ça te convient, ou de temps en temps, est-ce que le MJ après il est cool avec vous, ou est-ce qu'il fait vraiment son salaud et il fait ah vous n'aviez pas prévu ça, comment ça se passe? Ça dépend. Si on a un plan un peu bête, il va... Bon, on sait ce qui va se passer, hein. Ouais. Mais quand il trouve que le raisonnement ou la façon dont on procède, la façon dont on précise justement, comment on fait attention, etc. Quand il commence à demander justement les détails, on commence à faire bien attention à ce qu'on va dire, comment on va procéder. Et en général, si l'action lui plaît, ou encore si c'est un peu... pas forcément héroïque, mais un peu
même original, et que ça peut marcher, ben oui, ça a de grandes chances de marcher. D'accord, donc on revient dans le player Mais il faut que ce skills. soit, oui, player skill, mais il faut que ce soit Ouais. cohérent aussi quand même, hein. Bien sûr, mais ça fait partie du player Voilà. skills. Mais on a Mm. une discussion en off avec Axel sur le player skills où on disait qu'en fait, souvent le player skill, on se demandait si c'était pas un truc de baratineur, quoi. En gros, t'es en train de vendre au MJ. Complètement. Tu vois, t'as. Mais si ça marche, si je mets de la terre sur moi, évidemment qu'il va pas me sentir le monstre malgré son odorat. Bien, t'as vu Predator, bah, ça marche pareil. Tu vois, donc t'es en train de baratiner, enfin en tout cas tu fais un jet toi-même en tant que personne de baratin de ton MJ, quoi. J'ai l'impression. Bah finalement non, parce que là c'était vraiment c'est de la discussion en groupe justement pour savoir comment on procède Mm. et là il y a enfin, vraiment aucun baratin, on n'essaye pas de convaincre qui que ce soit, c'est comme ça qu'on procède Oui, mais et pour étape par convaincre, étape, vous devez voilà. convaincre le MJ que votre plan est intelligent. Ah non, bah non, non, parce que ça, quoi qu'il arrive, il jugera pas, il nous jugera pas tout de suite. Il va nous laisser faire. D'accord. D'accord. Donc vous vous énoncez, vous allez sur place et après en fait, finalement vous vous confrontez à la réalité de la chose avec éventuellement les ajustements, quoi. C'est ça, ou les D'accord. conséquences. Et les conséquences du coup de la compétence ou l'incompétence des joueurs autour de la table. C'est ça. C'est beau. C'est ouais. C'est intéressant. On parlait de traits aussi un tout petit peu plus tôt. On parlait player skill et je trouve qu'on est à la mi-chemin avec les jeux à traits. Je pense à Icons en jeu à traits. Je crois qu'à qui toi tu y as déjà joué aussi. Où ton personnage est défini donc évidemment par. Alors Icons c'est un jeu de super-héros donc il est évidemment défini par des super pouvoirs, mais tu es aussi défini par des espèces de mots-clés qui vont te donner du coup de fait, mais pas d'écrit, un pool de compétences, de choses que tu sais faire. Par exemple, si ton personnage c'est un pilote de course ou un pilote de Formule 1 ou etc., ben, tu te doutes que quand tu es au volant d'une voiture, ben, tu assures. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vachement avec le player skill parce qu'évidemment, dans le pilote de course, bah, tu peux mettre plein de choses. C'est pas très défini. Tu vas dire, bah, effectivement, moi je sais conduire une voiture, mais j'ai aussi une très bonne vue. Donc je suis quelqu'un de très perceptif parce que pour être pilote de course, j'ai forcément une bonne vue. Puis je réfléchis vite parce qu'il faut prendre des bonnes décisions à très haute vitesse. Les jeux à trait, du coup, je trouve que c'est un entre-deux intéressant. Avec Je ce sais que pas tu si décris, en fait, t'empiles ça comme un millefeuille. C'est-à-dire, tu dis, j'ai voiture, j'ai perception, j'ai machin, donc, c'est ou mon jet ou mon action a plus de chances de réussir parce que je t'ai fait le c'est millefeuille ça. des En compétences, fait, quoi. parce que j'ai un niveau de pilote à, je sais pas, 3 ou 4, eh bien, je vais être aussi capable de voir plus loin, d'être capable d'anticiper ce genre de choses. C'est un concept qui est intéressant, je trouve, dans l'approche. C'est un peu un jeu de négociation autour de la table. Ok, t'es pilote, bah écoute, bah, vends-moi comment tu réussis cette action et pourquoi tu peux mobiliser ce trait. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans Fate aussi, avec ces mots-clés ou ces phrases-clés qui permettent de définir comment se perçoit et comment est notre personnage. Je sais Ça- pas comment t'avais ressenti ta partie de Icons Aki quand tu y avais joué, du coup. Sans négociation. Sans négociation, d'accord, très bien. Elle Il joue y a dans que le moi qui consensus, négocie autour de la Aki, en fait. table. Elle est dans le consensus. Tu serais pas Non, mais en canadienne? fait... Consensus. non, mais en fait, je me mise tellement dans les jeux de rôle et qu'en fait, je suis totalement réfractaire aux règles. Je comprends rien, j'arrive pas à les lire. Donc en fait, je me laisse porter par le MJ. S'il me dit que je peux faire, bah tant mieux. Si je peux pas faire, tant pis. Au pire, je demande si c'est possible parce que j'ai ça et voilà. Mais ouais, non, moi dans les cônes, j'ai une petite cheerleader, donc ouais, je suis agile, athlétique, etc. Et je suis très douée pour encourager mes potes ou leur remonter le moral. D'accord. Mais du coup, en fait, moi, j'ai plus enfin, je suis plus dans l'optique par rapport à la personnalité de mon perso, mais parce que enfin, je préfère RP que lancer des dés au final. D'accord. D'accord. Et donc pour toi, d'avoir un support compétence ou pas compétence, ça change rien du tout par rapport à ton RP ou ça joue sur ton RP? Bah, en fait, quand je vais construire mon personnage, souvent, en fait, je vais choisir tout ce qui est compétences ou tout ce qui est autour de mon personnage par rapport au background que j'ai pensé. Faut que tout D'accord. soit cohérent par D'accord. rapport au personnage que j'ai réfléchi. D'accord, mais donc même si t'as pensé ton background avant, tu sais quand même utiliser les compétences et la mécanique pour que ça marche ensemble, quoi. Que ça rende ton Oui. travail. C'est-à-dire que, et une fois que le jeu est lancé, tu vas pas t'inventer des nouveaux talents, quoi. Si t'as décidé que... Ah non. Ouais. D'accord. Non, justement, c'est toute la beauté de la chose. Ok. C'est dès le départ, tout est cohérent, pertinent et ça ne sort pas des clous.
Et tu joues un peu sur tes défauts ou tu essaies de maximiser tes compétences ou tes fortes? Non, bah les défauts, c'est ce qui rend le personnage plus crédible. Donc, j'aime beaucoup les défauts. Donc tu joues aussi sur tes mauvaises... Ça t'arrive de de pousser pour faire des jets à des compétences où t'es pas bonne? Où ton personnage est pas bon? Ouais, mais même pas besoin de faire le jet, en fait, je l'assume totalement dès le départ. D'accord. C'est même, bah, justement, dans Warhammer, j'ai une folie où je suis complètement narcissique. Si je croise un miroir, c'est fini, faut me traîner de force à un endroit donné ou autre. Et en fait, même le MJ, il a tendance à l'oublier. Mais s'il y a le mot miroir qui est passé dans le coin ou il y a un reflet quelque part, c'est c'est fini. Ok, Ouais, mais donc plus que Warhammer, les folies, ça se gagne, on est d'accord que ton personnage, c'est quelque chose d'acquis. Mm. Donc pour toi, c'est important, parce que tu l'avais pas écrit, j'imagine que ton personnage était narcissique Non. quand t'as fait ton personnage, donc t'as eu une compétence acquise, ou là, en l'occurrence, un défaut. Et donc pour toi, c'est important d'utiliser ça donc, comme un support de roleplay, c'est ça? Mm. D'accord. Parce que c'est ça aussi un des intérêts des compétences, quand tu en as, c'est que c'est pour les joueurs qui aiment comme toi Aki et comme plein, c'est de les utiliser comme justement support de jeu, Complètement. de savoir comment on joue, comment son personnage doit se comporter, quoi. Complètement. Après, J'avoue que c'est une phase excitante de réfléchir à son incompétence quand tu crées ton perso. Ouais. Savoir dans quel drap tu vas pouvoir dans quel mauvais drap tu vas pouvoir te mettre. J'ai entendu À dire quel point tu vas pouvoir être insupportable. C'est ça. J'ai entendu dire qu'il y avait une vidéo qui se préparait sur le Play Toulouse, mais Ouais, ça, on en parlera une autre fois. Mais parce que dans les compétences, mes potes et moi, on avait une expression, c'était faire son Sam jardinier. C'est-à-dire le défaut, parce qu'on a l'air d'être plutôt branché compétences et de dire que le player skill, c'est sympa, mais ça a quelques limitations. Et que la compétence, ça nivelle le fait que y a moins de négociations, c'est ce que tu fais, c'est un support de roleplay, ça permet à des gens qui sont pas obligatoirement des grands charismatiques de pouvoir parler, ou des gens qui sont pas doués avec leur corps d'être agiles, et inversement. Mais le syndrome Sam Jardinier, c'est en gros, quand il y a marqué jardinage sur ton personnage, il faut que tu l'utilises, tu vois. Et donc Sam Sagaz dans Le Seigneur des Anneaux, il y a certainement marqué jardinier dans sa fiche de personnage et il va pas nous faire chier avec le fait qu'il est jardinier. Il arrive quand même qu'il y ait parfois de l'overuse de compétences avec quelqu'un qui va absolument placer, qui a tambourin sur sa fiche. Il va être là. Alors tu peux bien le vivre ou mal vivre, mais je sais que ça nous est arrivé plusieurs fois de dire arrête de faire ton Sam jardinier quand le mec essaie absolument de placer son feat, sa compétence. Voilà. Ça m'est pas mal arrivé sur L5R, ça. Moi, j'avais deux amis qui adoraient faire des musiciens. Et ils nous faisaient de la musique tout le temps. Mais tout le temps. Et en fait, à chaque phase de RP ou de voyage ou machin, je sors ma flûte! Et t'es en mode, tu nous fais fuir avec ta flûte, on va te la mettre au pot! Tu vois? Tu vas voir ce que ça va faire, la flûte. C'est assez... Moi, je trouve que c'est drôle parce que c'est aussi quelque chose auquel je réfléchis quand je construis mes persos. Et c'est pour ça que j'aime bien les jeux à compétences. C'est que j'aime bien... avoir une vraie idée de comment est mon personnage, et je trouve que c'est très aidant. Parce que si tu as autant de points en baston, bah, tu sais que ton personnage se bat plus ou moins bien. Si tu as des points en conduite, effectivement, pareil, tu sais si tu conduis, etc. Mais tu as plein de compétences, notamment dans les jeux du monde des ténèbres, des compétences, je vais dire inutiles, mais dont on se sert très peu. Il y a beaucoup de compétences de droit, de littérature, de politique, de machin, de trucs, et des fois tu te dis, mais en fait, pour me faire un personnage atypique, je vais aller piocher là-dedans. C'est-à-dire que, imaginons que tu fais un gros bastonneur, mais épris de philosophie, de littérature, etc. Bah, ça donne une couleur à ton personnage. Ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand je crée des jeux maintenant, hormis Become a Hero qui est quelque part, j'adore créer des jeux à compétences. Parce que je trouve que c'est des jeux à build qui peuvent donner des résultats super sympas. Mais tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que quand t'aimes le jeu un petit peu, ou les belles mécaniques un peu optimisées, tu peux parfois reprocher le fait qu'il y ait des compétences qui sont bien moins... Il y a des sets de compétences parfois qui sont un peu larges, et il y a effectivement des choses qui sont moins utiles que d'autres. Et c'est parfois un challenge, moi en tant que je suis plus souvent MJ que joueur, c'est un challenge d'essayer de faire utiliser la... Ah, il a mis des points en droit, bon, il va peut-être trouver un moyen que ça serve dans le scénario à un moment ou à un autre. Complètement. Mais, ok, et toi, Aki, pareil, t'aimes bien essayer d'utiliser toute la palette des compétences qui sont disponibles sur ton personnage ou... Bah, quand c'est nécessaire, mais pas plus en fait. Je suis pas là pour faire étalage du savoir de mon personnage. Si c'est pertinent, oui.
Après, c'est vrai qu'il y a des... Justement, quand je fais mon personnage, par rapport à son background, par exemple, justement dans Loup-garou, mon perso, c'est une étudiante en droit, bah, il y a pas mal de points là-dedans, alors que je sais que, pertinemment que je vais jamais certainement les utiliser. Mais je vais pas aller chercher le moindre prétexte pour aller les étaler, en fait. Enfin, si ça doit arriver, ça arrivera et c'est tout, quoi. En fait. Il y avait un moment où il y a un de vos potes qui va se retrouver en tôle chez le shérif, il faudra une avocate. Et là, on sera bien content. Ouais, on sera bien content d'avoir tes putains de points en droit. J'ai lu le code civil ou le code pénal, mesdames, c'est bon, laissez-moi tranquille. D'accord. Voilà. Ok, Ouais. et est-ce que vous avez dans votre... on discute beaucoup donc de la pratique assez commune, enfin classique, on utilise, je pense, beaucoup des gens qui ont fait du jeu de rôle utilisent beaucoup cette pratique des compétences. Est-ce que vous avez eu des expériences de mécanique un peu originales, un peu différentes, qui géraient les compétences de manière... qui changeaient de l'ordinaire? Alors moi, j'ai joué récemment à 27C, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. J'ai entendu parler. En fait, 27C, c'est un personnage, donc le personnage du jeu, et en fait, tous les joueurs incarnent une ombre de ce personnage. Ah. Et du coup, c'est collaboratif. Donc déjà, quand on lance un dé, si on veut faire une même action, bah en fait, c'est le jet le meilleur jet des 3 joueurs, par exemple, qui va compter. Et du coup, même si les 2 autres ont raté, ça passe. Voilà. Et en fait, le système les compétences, c'est une espèce de jauge. Et selon les moments où on gagne des espèces d'XP, on peut soit enlever des points d'un côté pour les remettre sur la jauge de la compétence qui est de l'autre côté de la jauge. Ça veut dire que tu as une jauge où tu sais... je sais pas, imaginons, il y a musclé et fin. Soit t'es très musclé, tu pourras pas passer dans les interstices, mais tu seras musclé. Soit t'es très fin, tu pourras te glisser, mais tu seras moins. C'est ça que tu veux dire? C'était pas du tout sur des choses physiques, mais plus par rapport à des choses rituelles ou des ombres ou ce genre de choses. Donc c'est plus. Enfin, c'est plus difficile à expliquer. Mais ouais, en fait, il y avait 6 compétences six jauges au total, avec 2 opposés à chaque fois. Et à chaque fois, on pouvait monter ou descendre Et en fait, je trouvais ça assez intéressant à l'évolution de l'histoire, en fait. Donc tes compétences évoluent en fonction de l'histoire et de ce qui vous arrive, quoi. D'accord. Parce que même selon nos actions, en fait, on peut perdre des points dans certaines choses, mais même si on les perd, en fait, ça regagne de l'autre côté. Ok. Axel, tu as trouvé... Bah écoute, ça rejoint vachement Masque. En fait, c'est un jeu à étiquette, pareil, avec sauveur, dangereux, etc. Qui vont correspondre à des moves, c'est un PBTA. Et en fait, c'est pas des compétences en tant que telles, mais ça définit comment on se débrouille à faire certaines choses. Et en fait, ça change en fonction du regard qu'on a sur nous-mêmes ou que le regard des autres a sur nous. Donc, par exemple, imaginons que je suis pareil, c'est encore un jeu de super-héros. En fait, je fais que ça. Quelle horreur. C'est encore un jeu de super-héros. Et imaginons que tu détruis un bâtiment pendant que tu es en train d'essayer de sauver quelqu'un. Et bien en fait ton étiquette de dangereux va augmenter soit au profit soit pendant que normal diminue ou que sauveur diminue. Et en fait c'est des trucs dynamiques et je trouve que c'est hyper important dans le jeu de rôle que ça change parce qu'on a aussi cet effet de quand on est très compétent dans un truc, on va avoir tendance à ne faire que ça. D'ailleurs on le voit souvent dans les groupes, c'est important. Quand on fait un groupe à Warhammer, en général on essaie d'avoir des compétences assez variées. On essaie d'avoir quelqu'un qui s'est tapé au corps à corps, éventuellement quelqu'un qui s'est tapé à distance, quand même quelqu'un qui sait discuter avec des gens, qui est un peu social, éventuellement un jeteur de sorts. Bref, on essaie d'être hyper complémentaire sur un groupe, en tout cas le plus possible. C'est la base du jeu de rôle, hein. Il y a le face, il y a le muscle, c'est ça. Dans DD, c'est vraiment ça, hein. C'est la complémentarité du groupe. Hein. Complètement. Et en fait, Masque casse un peu ces codes-là, parce qu'on est tous plus ou moins compétents à un certain moment dans la même chose. En fait, notre compétence va changer, mais celle de nos camarades aussi. Donc parfois, on va se retrouver avec 3 espèces de brutasses qui sont capables de tout destroy, mais qui sont incapables de, entre guillemets, je sais pas, essayer de sauver quelqu'un. Et c'est un truc qui marche bien, parce qu'en fait, du coup, les dynamiques de groupe, elles changent automatiquement. Si on continue à détruire des trucs, et ben, notre image de nous-mêmes va changer, mais les autres peuvent aussi nous faire changer. Donc, on est dans une dynamique de dingue. Et alors, je ne pensais pas reparler de ce jeu-là un jour, parce qu'il est Oni chez moi, mais Bloodlust Metal fait un truc assez intéressant vis-à-vis de ça. C'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce que la mécanique fonctionne assez mal, finalement.
Mais dans les scènes, les compétences, en fait, il y a des compétences de scène. C'est-à-dire que, imaginons que tu doives te battre dans une taverne, et bah, tu vas pas utiliser la compétence de bagarre, en fait. Tu vas te baser sur la compétence de bougeard, de quelqu'un qui aime bien vivre dans les bouges. Si t'es dans les bois, tu vas te battre avec ta compétence d'éclaireur ou d'homme de la nature, enfin bref, ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, tu as des aspects. Donc en fait, tu fais des mains de dés, tu construis tes mains de dés. Et en fait, tout sert, parce que finalement, tu te retrouves vite dans des situations très différentes dans les jeux de rôle. Tu passes rarement toute ta vie dans la forêt. En général, tu vas dans la forêt, tu vas dans la ville, tu vas dans des égouts, tu vas dans plein de trucs. Et le décor te donne une propension à être bon dans des trucs où d'habitude, bah, t'es nul en fait. Si t'es un alcoolo, un poivreau, un habitué des bars, et ben en fait, tu sauras plus te battre dans les bars qu'un soldat, par exemple. Intéressant. Ouais. Mais c'est le seul point positif de ce jeu, donc n'y allez pas. À chaque fois que t'en parles, tu le roustes, effectivement. Je vais citer un exemple vraiment très récent. Qui m'a... Parce que j'avoue que j'ai jamais, moi, croisé beaucoup de jeux avec qui ont eu des réflexions fortes sur les compétences. Ça revient un peu à ce que tu racontais, Aki, sur le 27C. Il y a ça aussi dans Tout le monde est John, c'est-à-dire on joue tous les petites voix dans la tête de quelqu'un. Ah bah, c'est celui que j'ai. Et en fait, en ce moment, je joue à Disco Elysium. Ah. Qui est sorti en version Director's Cut, machin. Et qui... D'habitude, je trouve que les jeux de rôle sont bien plus intéressants au niveau gameplay que les jeux vidéo. Et là, c'est une des rares fois où j'ai trouvé qu'un jeu vidéo avait des leçons à donner aux jeux de rôle, et en particulier justement sur la gestion des compétences. Dans Disco Elysium, les compétences, ce sont des... donc il y en a énormément, parce que tu choisis des caras qui vont mettre des points sur tes compétences. Après, ça se gère avec des jets de dés, il y a un côté un peu jeu de rôle quand tu joues. Mais les compétences sont variées, elles peuvent aller de autorité à chimie interne, c'est-à-dire la capacité à résister aux drogues, aux poisons, etc. Et en fonction de plus la compétence est haute, plus tu vas réussir, mais plus la compétence va te parler. C'est-à-dire qu'elle va avoir une influence sur toi. Donc je reprends chimie interne, plus elle est haute, plus tu vas résister à la drogue et à l'alcool, mais plus tu as une petite voix dans ta tête qui va dire « Vas-y, bois, regarde cet alcool sur le bar, lèche-le ». Tu vois, et si tu as un haut score en autorité, donc en commandement dans un jeu de rôle, oui, tu vas pouvoir imposer ton autorité, mais tu vas te sentir obligé de le faire. C'est-à-dire qu'il y a la petite voix qui va te dire « Regarde lui là, il te prend pourquoi? Il te parle mal? Tu peux pas te laisser mal parler comme ça. T'as une forte autorité, il faut que tu l'imposes. » Et donc, il y a ce côté où plus tu vas être bon, plus en fait tu vas partir en brin de zingue dans un trait qui devient presque sociopathe, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. J'aimerais bien avoir ce genre de tour dans un jeu de rôle, et j'ai commencé à réfléchir comment on pourrait l'intégrer. Reprenons Donjons et Dragons. Et en fait, ça revient à l'idée de plus tu réussis, c'est bien de donner des choses, mais en fait, il pourrait se passer des trucs dérangeants. Par exemple, prenons un truc qui a l'air très sans danger, arcane. Donc dans Donjons et Dragons, il y a arcane, la compétence très laboratoire de connaître comment marche la magie. Et donc je me dis, comment appliquer cette logique à arcane? Plus tu as un OG d'arcane, plus tu fais un OG, c'est bien, tu vas avoir plein d'informations, mais plus tu vas en tant qu'MJ, il faudrait que tu sois incité à dire aux joueurs, le joueur dit j'observe cette rune, et donc tu dis il a fait un jet de ouf, oui c'est une rune de feu qui permet de faire ça et c'est un piège, tu te dis que c'est une puissance qui est vraiment bien. T'aimerais bien l'avoir pour toi, franchement, d'avoir cette rune chez toi et de pouvoir garder ce savoir chez toi, ça permettrait de faire un truc vraiment puissant. Tu te rends compte que le mec qui a fait ça, il a l'air beaucoup plus intelligent que toi. Ça te dérange ou pas? Et tu vois, et je pense que juste en faisant ça sur la gestion des compétences et des hautes compétences, tu peux arriver à quelque chose de très intéressant qui twiste un peu le fait dans ces jeux comme DD où plus tu montes, plus tu as des compétences de ouf, plus tu réussis avec des seuils de difficulté de ouf, mais après ça n'a plus aucun intérêt de lancer le jet. Là, ça aurait un intérêt, parce qu'en gros tu le lancerais, et plus tu vas le lancer, plus tu risques d'avoir des problèmes. Tu vois, le gars qui a un niveau, qui veut toujours avoir un haut niveau en discrétion, t'es tellement bon en discrétion que les gens ils te remarquent plus. Mais genre... Tu es invisible. Mais t'as genre... Tu vois, là, tu fais marcher sur les pieds. Tu fais marcher sur les pieds, les gens te respectent plus parce que t'es trop discret, quoi. Et voilà, et je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ça. Je pense qu'effectivement, il y a de quoi faire, et pour revenir à notre précédente vidéo avec la réussite ou l'échec, la mécanique de Vivien, qui est la réussite excessive, pourrait très bien coller à ce genre d'idée. Je pense qu'il y a pas mal de pistes à explorer avec un jeu à compétences, justement, où chaque compétence... tu vas mettre des seuils de réussite, et sur un seuil de réussite supérieur, tu vas à chaque fois proposer pour la compétence une petite liste au MJ d'interactions un peu cool à faire. Parce qu'effectivement, là où tu as raison, dans D&D, à partir de, je sais pas, du niveau, peut-être quoi, entre 8 et 10, ça sert plus à grand chose de jeter les dés.
bah, boum, tu relances de l'intérêt à faire des jets de dés et à lancer des trucs. Surtout quand t'es un rogue et que tu te tapes des bonus de ouf malade. Mais justement, ça va bien avec le rogue, le fait qu'il soit particulièrement barré du cerveau, tu vois, il a un très haut score en pickpocket, le mec il devient klepto, quoi. C'est ça, complètement. Et je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on peut expérimenter dans nos parties. Et je pense que d'ailleurs, le style de jeu d'Aki qu'elle nous a décrit au début, ça pourrait très bien se prêter à ça, justement. Avoir avec un mini système de résolution, ok, très bien. Tu réussis presque tout, mais tiens, mange tes contre-coups de temps en temps dans les situations tendues, en fait. Ah ouais, bah là... Ça te ferait, en tant que joueuse, t'aimerais que le MJ te la fasse à l'envers, comme ça, genre tu as mis plein de points en pickpocket, tu fais un OG, et puis tout d'un coup il te dit ah oui, au fait, t'as volé ça, tu t'en es même pas rendu compte, parce qu'en gros t'es presque klepto tellement t'as fait un OG, tu le vivrais comment, toi, en tant que joueur? Bah, ça me dérangerait pas plus que ça, en fait. D'accord. Vous trouvez ça fun ou ça te... Bah, ouais, plutôt, parce que ça a un petit côté d'inattendu, justement. Les surprises, c'est rigolo. Est-ce que après est-ce que ça risquerait pas d'après de te limiter à vouloir utiliser la compétence, justement, de savoir qu'il y a des trucs bizarres qui vont arriver plus tu vas faire des hauts scores? Alors, et du coup, est-ce que ce serait pas bien, est-ce que c'est pas intéressant du fait que des fois on peut surutiliser nos compétences et justement arrêter de le faire à tout va en mode excessif? Ouais. Oui, bah oui. Ce qui peut être bien des fois, parce que c'est vrai que peut abuser. On en connaît je vais appeler ça un gros build, c'est pas exactement la bonne définition, mais on en connaît des gros builds qui ont une seule compétence maxée et qui n'utilisent que celle-ci durant une partie de jeu de rôle. C'est un bon moyen, je pense, par exemple, de faire changer un peu leur point de vue à ces joueurs-là. Ouais, de changer la façon de jouer, c'était ça que je cherchais. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, ok, tu viens de casser la gueule de tout le monde, mais en fait, t'es parti en folie meurtrière, mec. T'as détruit, voilà, et t'as des problèmes avec la justice de partout. Ok, parfait. Parce que là je parlais de l'arcade, mais justement, si on applique ça au combat... Est-ce que avec des échecs critiques improbables, ouais, t'as pété le gobe en face, mais malheureusement t'as arraché un truc, la maison que tu devais protéger, t'as cassé la maison. Complètement. Je sais pas si tous les joueurs seraient prêts à vivre ça, de l'échec dans la réussite. Je pense pas, parce que justement réussir dans quelque chose, en fait, être compétent dans une compétence, être compétent dans une compétence en jeu de rôle, quand tu la maximises un peu, c'est que t'as vraiment envie de presque tout le temps réussir ce truc-là. Et avoir un contre-coup en réussissant, il y a parfois un truc un peu illogique et qui peut restreindre ou rebuter. Parce qu'effectivement, oui, bah, c'est pas... c'est bien, hein, c'est vecteur d'histoire, mais il faut être prêt à le faire, quoi. Faut être prêt à dire, ok, t'as tué le gobelin, mais t'as aussi arraché la famille derrière, quoi. Dommage, mais try again, quoi. C'est vrai. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand tu mets plein de points en combat, c'est que ton personnage va vouloir trouver souvent des solutions à des problèmes par le combat. Et là, on revient dans l'effet de Disco Elysium, c'est-à-dire que quand tu as un haut score en chimie interne, en soi, tu vas pas te droguer ou prendre d'alcool plus que d'ordinaire, juste tu résistes mieux. Mais c'est la petite voix au fond de toi qui te dit tu devrais donc boire et te droguer plus que tu vas y résister. Et donc pour le combat, c'est la même chose. Je veux dire, à quelqu'un qui a mis plein de trucs en combat, genre j'ai Fireball, je vais l'utiliser, et donc il va cramer. Et après, le monde peut réagir et envoyer des conséquences par rapport à ça. Je veux dire, le Murdering Hobo, qui est la caricature du jeu de rôle, c'est des homeless qui n'ont pas de maison, et puis ils tapent tout ce qui est, et puis ils prennent de l'argent et se barrent avec. Je pense qu'il y a plein de MJ au bout d'un moment qui ont envoyé le miroir à ces joueurs en leur disant bah ouais, mais bon, il y a les flics. Ah, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai beaucoup de mâche-feu et j'ai beaucoup détruit de choses. Malgré moi. D'accord, je suis désolée. Il y a des MJ qui t'ont envoyé le miroir de ta folie. Ah, mais tout le temps. Ouais. Bah, en fait, je le pratique tout le temps. Justement, il y avait un tweet qui est passé là, cette semaine par rapport une question qui était posée aux MJ. Est-ce que vos joueurs oublient que leurs actes peuvent avoir des conséquences ou une formulation du genre? Et non, moi, j'oublie jamais. Parce que même quand je fais des choses bien, bah, y a un côté, il y a toujours un petit truc qui fait que oui, bah, j'ai vaincu le truc, mais j'ai détruit la maison du pauvre paysan ou ce genre de choses, quoi. Parce que oui, j'ai envoyé une méga boule de feu qui a tout atomisé, donc c'était très spectaculaire, c'était génial, mais ouais. Oh, la belle bleue.
D'accord. Donc C'est ça. ton MJ fait son travail en te montrant que la magie du feu c'est bien, c'est direct, c'est bourrin, mais malheureusement il y a plein d'effets collatéraux qui vont avec. Oui, oui, mais du coup, en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que maintenant, je réfléchis à 2 fois avant de balancer ma boule de feu et je regarde dans mes autres compétences si j'ai pas quelque chose qui pourrait être plus soft, plus intelligent. Mm. Et, ou alors essayer de trouver une façon de lancer cette boule de feu pour que ce soit pas juste balancer ma boule de feu, mais d'une manière plus originale qui fera qu'il y aura moins de mauvaises conséquences. Tu voudrais dire que même quand il y a des compétences, on peut avoir du player skill. Ah Oui, ah on apprend. C'est-à-dire choisir une autre compétence que celle que tu as, que tu surutilises d'ordinaire pour trouver une solution, c'est formidable. Quelle transition oui. magnifique. Et oui, les compétences permettent aussi de développer le player skill. Parce qu'au début, on parlait des gens... On va reprendre l'exemple des gens timides. Eh bien, les gens timides, en faisant du jeu de rôle, au bout d'un moment, à force d'avoir des personnages qui vont avoir des actions qui réussissent en sortant des baratins de dingue, eh bien, ils vont se mettre aussi à parler et à donner leurs exposés et à donner leurs arguments. C'est aussi un truc qui permet de développer le joueur en lui-même. Mm. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec ces jeux-là. Ouais, bah ouais. Moi, quand j'avais des jeux, par exemple, des jeux de pirates, où j'ai joué à un espèce de pseudo-pavillon noir, j'y connaissais rien en bateau. Mon personnage était un génie de la navigation. Bah ouais, je me suis renseigné un peu, quoi, histoire d'avoir quelques mots-clés. Le phoque, etc., le grand phoque, le petit phoque, etc. Parce que c'est cool. Et au début, tu te bases beaucoup sur tes jets de dés. Et puis au final, bah, tu te dis, ah bah tu balances des petits mots de temps en temps. Et puis au final, bah, effectivement, tu t'y connais de mieux en mieux. Donc maintenant, je suis un marin aguerri. Voilà, je tenais à vous le dire. Et je m'en vais. Rappelle-moi de jamais aller dormir avec toi. C'est le grand phoque là-bas. Pas du tout. Mais ouais, Très je pense que c'est intéressant. Il y a forcément un côté perméable aux pratiques de jeux à compétences, jeux sans compétences, jeux avec beaucoup de player skill et jeux sans player skill. Ouais, bah en fait, ça se nourrit, les pratiques se nourrissent, quoi. Ça me semble être un bon Voilà. mot de la fin. C'est beau. Une remarque, une dernière chose à dire? À qui? Tu as une expérience que tu veux partager? Que c'est cool de détourner les compétences. Ah, détourner les compétences. T'en as pas parlé C'est-à-dire- aussi, On n'a pas passé très bien. Raconte-nous à qui tu nous dis que c'est cool de détourner les compétences, c'est-à-dire, raconte-nous ça. Bah on va dire que c'est juste une petite anecdote. C'est par exemple cette mâche feu qui arrive un jour devant une ferme en feu c'était pas ma faute cette fois, promis. Pour une fois. C'est Pour ça. une fois, oui. Et j'ai demandé au MJ, est-ce que j'ai un sort d'asphyxie qui est censé asphyxier les gens? Est-ce que je peux utiliser mon sort d'asphyxie pour éteindre le feu? En fait, comme il avait trouvé ça original, il a accepté et ça marchait. Et en fait, pour moi, c'était logique que oui, s'il le fait, il n'y a plus d'air, il sait pas, tu vois. D'accord. Et du coup, j'ai détourné cette compétence-là pour éteindre un feu, moi, la mâche-feu. Très bien. Effectivement, être aussi inventif avec les compétences, le player skill sur les compétences, on revient à ce qu'on disait juste avant. Ouais, complètement. Ah, c'est la boucle est bouclée, c'est beau. Bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être allé jusque-là. J'espère que ça vous a aidé un peu à réfléchir à votre pratique sur comment utiliser les compétences, que vous soyez joueur ou MJ. De peut-être réfléchir si vous faites vous-même vos jeux, de vous dire que mettre des compétences, c'est pas complètement gratuit, qu'il faut réfléchir aussi, que ça peut avoir une grosse importance. Et comment les jouer dans le jeu, ça a une importance aussi. En tout cas, merci, c'était cool. Et puis à bientôt sur JDR Factory. Ciao. Bientôt.